Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. On nous avait annoncé en grande pompe un accord en ce qui concerne toute... Tu sais, la bande de Gaza, on en parle moins de ce conflit-là. Hein? On s'entend que l'Iran a pris l'avant du pavé. Or, c'est toujours pas réglé dans la bande de Gaza. Alors là, les Américains, il y a quelques jours, nous annoncent cette entente-là avec le Hamas, des escalades. Et là, Israël a dit un instant. Ça fonctionnera pas comme ça n'ira pas aussi vite. Georges Mercier, notre fidèle compagnon, analyste, doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris à l'Université de Montréal, va nous aider à démêler tout ça. Salut Georges. Salut Alex. Bon, là, il y a une rencontre entre Jared Kushner, le gendre de M. Trump, et le chef du Hamas au Caire. Autre rencontre aussi à venir avec Benjamin Netanyahou. Est-ce que dans ton esprit, les Américains augmentent la pression sur Israël là, pour une sortie de crise? C'est la question qui se pose. Bon, si on fait le petit contexte, là, qu'est-ce qu'on voulait faire à Gaza? Essentiellement, les Américains ont mis sur pied un conseil d'administration de la paix qui devrait administrer le territoire avec un comité technocratique palestinien. Ouais. L'idée derrière, là, c'est que le Hamas n'ait plus de responsabilité à Gaza pour satisfaire l'ambition de sécurité d'Israël. Donc, on veut que le Hamas ne gouverne plus la bande de Gaza et surtout que le Hamas se désarme. Il y a quelques semaines, en juillet, le Hamas accepte le principe du plan, où essentiellement on donne des armes, et à mesure qu'on donne des armes, les Israéliens se retirent. Qu'est-ce que dit Benjamin Netanyahou? Non, ça se passera pas de même. On va se retirer si et seulement lorsque le Hamas sera complètement désarmé jusqu'au dernier AK-47. Bon, c'est une ambition très très forte de la part d'Israël. Évidemment, ça met le président américain en furie parce que lui sent qu'il a travaillé très fort pour arriver éventuellement à une situation plus tenable. Donc là, il envoie son gendre, Jared Kushner, qui est son genre d'émissaire par excellence en diplomatie, bien qu'il n'ait aucune formation en diplomatie, au Caire, rencontrer le chef du Hamas pour mettre de la pression sur le Hamas. D'abord, c'est significatif que les Américains parlent à cet homme-là parce que du point de vue américain, comme canadien, comme israélien, le Hamas, c'est un groupe terroriste. Donc, on ne discute pas nécessairement avec des terroristes. Jared Kushner rencontre le chef du Hamas, potentiellement pour obtenir son accord, pour obtenir des garanties, et là, il s'en va rencontrer Benjamin Netanyahou, ce qu'il a fait aujourd'hui. La question que ça pose, c'est est-ce que les Américains sont capables de contraindre, de convaincre suffisamment le Hamas pour pouvoir par la suite mettre plus de pression sur les Israéliens? C'est un peu ça qui se joue aujourd'hui. Bon, faut bien comprendre qu'on a des élections le 27 octobre en Israël, et que peu importe ce qu'on dit dans le reste du monde occidental sur la situation à Gaza, sur Israël, le fait est que les Israéliens eux-mêmes ont un fort désir de sécurité. Ce serait très, très compliqué pour n'importe quel aspirant au pouvoir de faire des concessions trop fortes envers le Hamas. Donc, est-ce que c'est encore seulement un effet d'annonce? On le verra. Mais ce que ça nous indique, et ça, c'est intéressant, Alex, c'est que la Maison-Blanche ne se désengage pas de ce conflit-là. Et souvent, en diplomatie, ce qu'on voit du côté de l'administration Trump, l'administration Trump actuelle, c'est des grands plans, une grosse annonce, puis là, on oublie un peu les choses, puis on se perd dans les détails. Là, il y a une volonté de rester dans la région, de tenter de régler le conflit, ce qui, au moins, là, minimalement, là, est un peu positif. Portons notre regard maintenant sur ce qui se passe dans les deux Corées. Parce que, bon, on connaît la Corée du Nord avec Kim Jong-un. Puis on avait un peu tourné en blague l'espèce de relation, l'espèce d'admiration même, entre M. Trump et Kim Jong-un, s'échangeaient des lettres, quoi que ce soit. Mais historiquement, les liens sont plus avec la Corée du Sud, là, Georges, on s'entend là-dessus. Et là, on apprend que le président américain veut réduire considérablement la participation des États-Unis aux exercices militaires annuels avec la Corée du Sud pour pas froisser Kim Jong-un. C'est super surprenant. Ça peut paraître technique comme sujet. Bon, depuis de nombreuses années, les Américains participent à des exercices où on tente de coordonner une action de l'armée américaine avec l'armée de la Corée du Sud. Dans quel but? D'envoyer un signal à la Corée du Nord. Regardez, si vous attaquez la Corée du Sud, ce qui va vous arriver, nous sommes capables de travailler ensemble. Là, Donald Trump annonce hier, out of the blue, c'était pas préparé par quoi que ce soit, qu'il va limiter sa participation à ces exercices-là sans les annuler cette année. Ça fait longtemps qu'il en veut à ce type de manœuvre-là. Il trouve que ça coûte cher, il pense pas que ça sert à grand-chose. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que si on veut interpréter la géopolitique de la Maison-Blanche de la manière la plus charitable possible, si on imagine que Trump a un grand plan pour les Américains, eh bien l'idée, c'était quand même de régler le Moyen-Orient, de se désengager de l'Europe pour pouvoir se concentrer sur l'Asie et mieux contenir la Chine. Dans ce contexte-là, on veut plus potentiellement d'exercices militaires avec la Corée du Sud. L'idée, c'est de montrer que les Américains sont en Asie, sont là pour y rester, ils sont capables d'y agir. Donc, si on commence à limiter ce type de pratique-là, c'est très surprenant.
soyons encore charitables avec Trump. L'idée ici, c'est peut-être de ne pas s'antagoniser davantage la Corée du Nord. Mais là, c'est très étrange, Alex, parce que la Corée du Nord, dans les dernières années, a fortement renforcé ses liens avec la Russie. Non seulement ça, il y a des soldats nord-coréens qui sont allés se battre en Ukraine. Donc, on a d'un côté une Corée du Nord qui a une expérience militaire concrète. Là, c'est pas des exercices, ce sont des soldats qui se battent sur le terrain. Et de l'autre côté, on enlève à la Corée du Sud en partie sa capacité à former ses troupes, à se préparer. Donc, il y a une asymétrie ici. Est-ce qu'on va nous préparer éventuellement un nouveau sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump? Peut-être. Mais néanmoins, c'est pas un bon signal que les Américains envoient. Puis c'est pas clair qu'ils lisent bien leurs intérêts. On serait quand même dupe des retrouvailles. Écoute, peut-être qu'on va avoir une nouvelle lettre d'amour. Mon cher Kim, tu m'as manqué. Veux-tu finalement me donner quelque chose cette fois-ci? Parce que l'autre fois, tu m'as absolument rien donné. Une relation ingrate, une relation à sens unique, Georges, ça arrive, hein, parfois même dans la vie. Et là, c'est intéressant parce que là, en politique intérieure aux États-Unis, on parle souvent des primaires, etc. Mais là, les démocrates ont adopté le calendrier des premières primaires, mais en vue de la présidentielle de 2028. Là, pas des mi-mandats. Mais on est toujours en élection aux États-Unis. Hein. Constamment. Dès après les mi-mandats, on va commencer à parler à tous les jours, même au Québec, des présidentielles à venir. Mais là, c'est intéressant parce qu'on s'en est beaucoup parlé cet été, Alex, de cette lutte fratricide-là au sein du Parti démocrate entre est-ce qu'on veut une ligne plus centriste ou est-ce qu'on veut une ligne plus à gauche, voire à l'extrême gauche parfois. Et là, on a eu une série primaire dont on s'était parlé cet été qui ne donnait pas de résultats définitifs. Les concours étaient souvent très, très, très serrés. Donc, on avait de la misère à départager quelle ligne le Parti démocrate allait adopter, plus à gauche ou plus au centre. Et il y a différentes manières de battre ses adversaires en politique. Vous pouvez les battre sur le domaine des idées, vous pouvez avoir un débat puis tenter de convaincre les gens. Vous pouvez aussi jouer avec les procédures pour tenter d'avantager votre camp. Et là, le Parti démocrate, au niveau national, décide de jouer avec les procédures en changeant le calendrier des primaires. Ces concours qui vont déterminer qui est le candidat démocrate pour la présidentielle. Pourquoi c'est significatif? Parce que les différents États n'ont pas la même composition démographique et c'est pas toutes les démographies aux États-Unis qui ont les mêmes préférences politiques. Normalement, le calendrier, c'était l'Iowa et le New Hampshire. Le New Hampshire, notamment, c'est un État majoritairement blanc et en général, les populations qui votent pour les démocrates plus extrêmes, plus à gauche, ce sont les blancs confortables. Okay, c'est les personnes très, très éduquées qui veulent des idées plus audacieuses. Donc, si on gardait le calendrier initial, où on commençait par le New Hampshire, on prenait le risque, dès le début, de donner du momentum à une candidature plus à gauche. Qu'est-ce qu'on fait? On change de calendrier pour commencer par la Caroline du Sud, Caroline du Nord, où il y a une population plus afro-américaine, des gens qui tendent à voter pour des centristes. Ce qu'on essaie de faire essentiellement, Alex, ici, là, c'est de piper les dés pour avantager, dès le départ, un candidat de l'establishment pour ne pas donner de momentum au candidat plus à gauche. Donc, on joue sur les procédures déjà aujourd'hui, plusieurs années avant, pour tenter dès maintenant de contrôler qui sera le candidat démocrate à la prochaine présidentielle. Mais on sent que les démocrates sont mêlés. Tu sais, quand c'est rendu qu'Alexandria Ocasio-Cortez prend ses distances avec le wokisme. Mais ça, par contre, Alex, oui, mais ça, par contre, je pense que c'est une preuve de responsabilité. Parce que ce qui a vraiment plombé les démocrates, c'est des conneries comme ça, là. Tu sais, les politiques un peu identitaires, définancer la police, la justice raciale à tout prix, des enjeux qui sont parfois réels, mais qui ne percolaient pas chez les électeurs. Là, si au moins ils sont capables de comprendre leurs erreurs, de faire leur post-mortem, c'est un signe qu'on a un parti démocrate qui, j'aimerais dire, entre finalement dans l'âge adulte. Merci, Georges. Bonne journée, Alex. Allez.